des temps difficiles arrivent pour la Fédération de Russie. En d'autres termes, le régime de Kiev pourrait-il vraiment provoquer cette panne d'électricité à Moscou dont Vladimir Zelensky parle tant ces derniers temps? Et quel est le rapport avec le nouveau missile que l'Ukraine a récemment dévoilé? Avec tout cela, nous sommes ici précisément pour analyser l'impact de ce dernier. Le nouveau missile ukrainien Flamingo a été annoncé par le régime de Kiev et ils affirment même qu'il a déjà été lancé contre le territoire russe avec des résultats, il faut le dire, assez incertains. Des rires, tant chez les militaires russes que chez les civils. Quoi qu'il en soit, la super arme est censée changer le cours de la guerre, plonger Moscou dans l'obscurité et par conséquent mettre le Kremlin dans une panique totale et absolue. Mais aujourd'hui, nous sommes ici pour voir ce qu'il en est réellement et si le nouveau missile ukrainien a vraiment cette capacité ou non. D'une part, infliger suffisamment de dégâts à la Fédération de Russie et d'autre part, renverser la situation du conflit. Ukraine. Comme d'habitude, nous commençons directement depuis le début. Nous parlons du missile Flamingo que l'Ukraine a dévoilé il n'y a pas si longtemps et en fait, nous en avons parlé sur cette même chaîne. Vous avez donc la vidéo avec les caractéristiques spécifiques de ce missile en particulier. Cependant, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de voir jusqu'où il pourrait réussir quelque chose comme ça. Comme un avant et un après dans ce conflit, se traduisant par un réel danger pour la Fédération. En toile de fond, comme contexte, nous avons ces promesses et menaces de plus en plus répétées et également de plus en plus mises en avant par les médias occidentaux. De la part surtout de Vladimir Zelensky, selon qui l'Ukraine pourrait mener une opération de blackout à Moscou, c'est-à-dire laisser la capitale de la Fédération de Russie et donc l'un de ses points les plus faibles, mais aussi les mieux protégés, pratiquement complètement dans l'obscurité. Pour l'instant, cependant, c'est plutôt le contraire qui se produit. Et dans une autre vidéo assez récente, nous avons parlé de la coupure de courant que la Fédération de Russie a provoquée dans la capitale de l'Ukraine, c'est-à-dire dans la ville même de Kiev. Mais cette fois, la situation pourrait-elle vraiment s'inverser? Ou bien parlons-nous simplement d'une mise en scène médiatique utilisée par différents acteurs, entre autres choses, comme lesquels, par exemple, le blanchiment d'argent. Nous allons entrer plus en détail à ce sujet. En plus des vidéos de ces soi-disant essais du missile Flamingo, ainsi que de ses principales caractéristiques. À tout cela, il semble très important de noter qu'il y a un lien étroit avec le missile britannique FP5 Millennium et en fait certaines sources affirment que le Royaume-Uni a prêté à l'Ukraine ses instructions de fabrication. Et grâce à cela, l'Ukraine a pratiquement accompli un miracle. Construire un missile tout aussi puissant, voire plus, avec une charge explosive bien plus importante que son homologue britannique, mais qui, en même temps, coûte infiniment moins cher. Et nous parlons pratiquement du missile le moins cher, surtout en termes de caractéristiques et de prix, c'est-à-dire un rapport qualité-prix incroyable, bon, beau et pas cher. Maintenant, nous allons entrer dans les détails. Et en plus des essais qui ont été réalisés et dont nous ne savons pas grand-chose, il semble que récemment, ce missile, selon plusieurs sources, a été abattu en Fédération de Russie. Je comprends qu'il s'agissait précisément de ce missile. Une autre possibilité? Est-il également vrai que l'Ukraine a lancé là-bas une sorte de leurre pour tromper la Russie ou peut-être tromper directement ses services de renseignement, pour que cela donne l'impression que leur missile n'est pas aussi puissant qu'il ne l'est en réalité? Quoi qu'il en soit, les photos du missile en question ont fait rire pratiquement tous les réseaux sociaux russes, ainsi qu'une grande partie des sources ukrainiennes. Puisque les caractéristiques techniques qui étaient sur le papier en voyant la capacité, c'est-à-dire le système électronique intégré dans le missile, semblaient quelque peu irréalisables. À savoir, j'ai choisi cette publication car elle résume sans doute le mieux le ton avec lequel la nouvelle de cet abattage a été reçue, surtout en voyant l'impact de ce missile en question au sein de la société russe. Le très médiatisé missile ukrainien Flamingo FP
5 Millennium dans sa version britannique, a été abattu pour la première fois dans la zone de l'opération militaire spéciale. Il est rapporté que le missile a été abattu par le système de défense anti-aérienne Panzer S-1 près de la ligne de front. Le missile n'était pas équipé d'éléments furtifs. Il brillait sur le radar comme un sapin de Noël et a été abattu à une altitude de 100 mètres. En examinant les débris, on a découvert que son moteur était un AI-25 des années 1960 provenant de l'avion d'entraînement L-39 Albatros. L'électronique s'est avérée être chinoise et à l'intérieur, il y avait des puces électroniques portant l'adresse d'une entreprise fabricante de Kia. Peut-être faudrait-il compléter cette publication afin que nous puissions entrer plus en détail avec celle-ci, qui cette fois est publiée par une influenceuse blogueuse. On pourrait aussi dire qu'il est très célèbre en Ukraine. Anatoly Chary s'exprimait en ces termes. Et ici, nous faisons directement référence en son nom aux sources ukrainiennes. Parce que, même s'il est très critique envers Vladimir Zelensky, cela reste néanmoins une source provenant effectivement de la société ukrainienne. Nous continuons d'étudier le légendaire flamenco qui, dit-on, détruira Moscou. IP est le degré de protection du produit. Et dans ce cas, nous voyons qu'il s'agit de l'IP20, le même degré IP20 écrit Anatoly Chary. Ils ont les guirlandes. Et en plus, les guirlandes avec ce degré de protection sont destinées exclusivement à un usage intérieur IP44. Ceci est conçu pour une utilisation extérieure, sous abri ou sans exposition directe à la pluie ou à la neige. À propos de l'alimentation et de la prise. Les diodes et le câble de la guirlande supportent toutes les températures, écrit Chary, de -40 à +50. L'important, c'est que l'alimentation soit sèche et donc isolée. IP56, tu compares encore? Il est conçu pour une utilisation en extérieur avec une exposition directe à la pluie et à la neige, car les câbles, les diodes et l'alimentation sont en caoutchouc. Eh bien, IP20, produit non protégé, seulement adapté à une utilisation en intérieur. C'est-à-dire, en principe, même les sources ukrainiennes, apparemment, se moquaient du missile en question. Cependant, ensuite, Chary lui-même a mis à jour l'information. Mise à jour en défense du supermissile à propos de la IP-20. Si ce produit est emballé dans un conteneur absolument hermétique, n'est-il pas logique de le faire avec un niveau de protection plus élevé? C'est-à-dire ceux qui l'ont conçu, si toutefois ils l'ont vraiment fait. Ce missile en Ukraine pourrait avoir raison dans le sens où il n'était pas non plus nécessaire d'avoir un niveau de protection plus élevé. Donc il vaut mieux économiser quelques euros et faire en sorte que la production de ces missiles puisse effectivement être réalisée en masse. Je ne sais pas dans quelle mesure ces arguments devraient nous convaincre, que ce soit pour dire que le missile en question est une cochonnerie ou une Wunderwaffe. Ce qui est certain pour moi, c'est l'effet que ces informations ont eu, surtout au sein de la société russe. Au début, évidemment, dès que l'Ukraine a lancé cet avertissement, et a annoncé qu'elle testait effectivement un nouveau missile. Il y a des mois, je vous le dis, il y a eu une sorte d'inquiétude, parce qu'il y avait de l'incertitude. On ne savait pas très bien de quoi il s'agissait. Maintenant que ce missile, supposément celui-ci, a été intercepté par la Fédération de Russie et qu'on a vu ce qu'il contenait à l'intérieur, l'inquiétude s'est plutôt transformée en un ton ironique, sarcastique, et il semble que le danger n'est plus vraiment là. Cependant, il y a ici plusieurs points à commenter et plusieurs points à analyser avant de déduire et de conclure, même de façon partiellement définitive, si cela représente ou non un réel danger pour la Fédération de Russie. Parce que le fait qu'il ait un tableau électrique un peu perfectible ne devrait vraiment rien nous dire du tout. Nous allons donc analyser cette question argument par argument. Tout d'abord, pourquoi s'agit-il d'une arme qui, d'une certaine manière, devrait devenir un élément décisif? D'une part, on parle d'un prix extrêmement bas, associé à des caractéristiques absolument imbattables. Nous parlons d'un missile d'une portée d'environ 3000 km qui changerait effectivement la donne pour l'Ukraine qui, actuellement,
ne dispose au maximum que de missiles atteignant environ 300 km, c'est-à-dire que nous parlons d'une portée 10 fois supérieure et de la capacité supposée, mais en tout cas annoncée par l'Ukraine, de ce missile, de transporter une ogive, attention, de 1000 à 1150 kg de matière explosive, ce qui est infiniment supérieur à certains des meilleurs et des plus utilisés missiles par la Fédération de Russie dans ce conflit. Ce qui est un chiffre extrêmement important et même nettement supérieur à la charge explosive de nombreux missiles parmi les plus utilisés, en fait, du côté de la Fédération de Russie. Maintenant, quelles sont les raisons qui devraient plutôt nous pousser à sourire et à devenir sarcastiques à propos de ce missile? Et ici, principalement, nous parlons des images que nous venons de voir et qui montrent, pour ainsi dire, qu'en Russie, il est fabriqué avec de la merde et des bâtons. Mais, en second lieu, nous devons nécessairement citer une sorte d'enquête qui, en fait, sont maintenant publiées par les médias occidentaux eux-mêmes et qui parlent d'une multitude de schémas de corruption qui émergent actuellement en Ukraine, précisément à cause de la production de ces nouveaux armements. On ne sait pas très bien si l'objectif principal est réellement la production en soi ou plutôt le blanchiment d'argent, qui peut être étroitement lié à celle-ci. Dans ce sens, il faut surtout citer l'enquête réalisée par Kiev Indépendant, qui indique que tant ce missile Flamingo que les drones FP-1 sont étroitement liés à une seule entreprise, qui est l'entreprise Firepoint, laquelle a reçu en 2024 environ un tiers de tous les contrats de drones du ministère de la Défense de l'Ukraine. Pour être encore plus précise, il est dit que rien que pour la production des drones FP-1, l'entreprise en question a reçu en 2024 environ 320 millions de dollars et elle est passée de 18 employés à pas moins de 2200. En effet, il s'agit d'une croissance étonnamment rapide. Et il reste encore à voir combien d'argent la même entreprise Firepoint aura reçu. Mais cette fois-ci, pour la production des missiles Flamingo, qui bien qu'ils soient très bon marché, coûtent environ 50 000 $ l'unité. Autrement dit, c'est effectivement un véritable flot d'argent. Cela amène au minimum à remettre en question la véritable capacité de destruction des missiles en question. Dans ce sens, nous devons à nouveau citer les sources ukrainiennes, en particulier ce blogueur, Anatoly Chary, qui a évoqué la production de masse de ces missiles Flamingo. En fait, soit elle est déjà en cours de préparation pour être lancée sous peu, soit elle a même déjà commencé il y a quelque temps, et elle est prévue pour être installée au Danemark. Car sur le territoire ukrainien, la Russie la découvrirait sans aucun doute, et par conséquent l'éliminerait très probablement. Cependant, selon cette source, selon la blogueuse, le Danemark a accepté de fabriquer ces missiles précisément en raison du changement qu'ils pourraient apporter au conflit ukrainien à longue portée. La capacité explosive qu'ils possèdent, réunie et surtout multipliée par la production massive, pourrait effectivement, selon cette source et plusieurs autres, marquer un avant et un après dans ce conflit. Nous allons donc examiner et comparer, bien sûr, les caractéristiques de ce missile ukrainien Flamingo avec d'autres missiles. Et ici, nous prendrons deux des plus utilisés par la Fédération de Russie. D'un côté, nous avons ce missile Flamingo, prototype d'un autre missile, produit au Royaume-Uni, qui est le FP-5 Millennium, qui a une portée d'environ 3000 km, une ogive pouvant contenir jusqu'à 1150 kg de matière explosive. Et il est capable de voler à une altitude extrêmement basse, ce qui rend sa détection très difficile. Nous parlons de 100 mètres d'altitude, ce qui est effectivement très bas. C'est une caractéristique qui fait la différence. Cependant, le meilleur reste à venir et c'est le prix qui tourne autour de 50 000 $. Maintenant,
Attention à la comparaison que nous faisons avec les missiles de la Fédération de Russie. Voilà. Les missiles calibre que la Russie utilise en grande quantité dans le cadre de l'opération militaire spéciale ont une portée qui dépend de leur polyvalence. Parce que nous parlons d'une famille de missiles, un groupe de missiles similaires qui ont différentes variantes, mais avec une portée allant de 2000 à 2600 km d'altitude. À cela, il faut ajouter une ogive d'environ 500 kg de matière explosive et une altitude de vol qui peut varier à partir de 20 mètres Brumei, Mekras. Dans le cas des versions maritimes, jusqu'à environ 50 à 150 mètres, selon ce que la situation exige dans d'autres versions de ce missile. Le prix cependant est très bas par rapport à ce qu'il y a sur le marché. Mais rien à voir avec la version ukrainienne qui coûte entre 300 000 et 500 000 $. Il est vrai que nous parlons d'une version beaucoup plus complexe, c'est-à-dire que, pendant ce temps, le missile ukrainien, selon certaines sources, n'a même pas de Global Positioning System et fonctionne avec des cartes, ce qui, d'une part, complique les manœuvres qu'il peut effectuer, mais d'autre part, rend aussi plus difficile son interception par exemple, des moyens de guerre électroniques. Mais quoi qu'il en soit, c'est un mécanisme beaucoup plus basique. Attention, pas forcément moins bon, simplement peut-être mieux adapté à d'autres situations. Alors que, par exemple, les missiles calibrés peuvent non seulement changer de direction en vol, mais aussi éviter certains types d'obstacles. Dans ce même esprit, les missiles Kash-Sentin ont également été développés et ils sont aussi largement utilisés par la Fédération de Russie. Environ 2800 km de portée, de 30 à 70 mètres d'altitude de vol, jusqu'à 10 000 mètres d'altitude de vol, encore une fois, plus de 30 selon la variante de la version et selon ce dont on a besoin pour ce missile. Une ogive d'environ 400 kg de matière explosive et des caractéristiques, dans certains cas, assez similaires à celles des calibres. Oui, ce sont des missiles bien plus complexes, mais aussi, sans aucun doute, bien plus chers. C'est-à-dire, si l'on s'en tient à ce que plusieurs sources ukrainiennes ont dit, et à ce que j'imagine, c'est ce que le régime de Kiev essaie de faire croire. Nous parlons d'une arme pratiquement sans égale qui, même si elle n'est pas aussi sophistiquée, offre des capacités remarquables par rapport à son prix. En effet, c'est vraiment une aubaine, et encore plus en termes militaires. Encore plus maintenant, alors que l'Ukraine a surtout besoin de production de masse. Et c'est précisément ici que nous passons à la partie des conclusions. En tenant compte de tout ce qui a été dit précédemment, à quel point ces attaques massives de l'Ukraine peuvent-elles être réalistes? À longue portée? Très à l'intérieur de la Fédération de Russie? Même en parlant en termes de coupure de courant directement dans la capitale de la Russie, ou cela pourrait-il faire encore plus mal au Kremlin? Nous parlons du fait que les ingénieurs, scientifiques, militaires et aussi les simples soldats d'Ukraine ont développé une sorte de Wunderwaffe en seulement 9 mois. Impossible, pas forcément très difficile, sans aucun doute. Ensuite, lorsque nous comparons les caractéristiques de ce missile avec celles des missiles existants en Russie et largement utilisés par la Fédération, encore plus de questions se posent. C'est-à-dire, à cette altitude de vol, ajouter cette capacité de charge qui double celle de la grande majorité des missiles de la Fédération de Russie ayant des caractéristiques similaires. Mais à cela, il faut ajouter non seulement la portée, qui est sans aucun doute la plus grande parmi celles que nous avons comparées, mais aussi le prix, qui est 10 fois inférieur à celui de ses homologues de la Fédération de Russie. Si l'on multiplie cela par la variable de la corruption, qui est même rapportée par les propres médias ukrainiens, comme nous l'avons déjà vu, Kiev indépendant, en disant qu'il pourrait s'agir non pas tant d'une opération de fabrication d'armement que d'une opération de blanchiment d'argent,
combien de ce qui était destiné à la fabrication et à la conception de ce nouveau missile Flamingo a réellement servi à atteindre son objectif. On ne le sait pas avec certitude, donc on ne le sait pas et on ne peut pas le déduire. Très bien. Si les ingénieurs militaires ukrainiens ont accompli rien de moins qu'un miracle, presque une œuvre du Seigneur lui-même. Ou, d'un autre côté, s'agit-il plutôt d'un exploit qui n'existe qu'en termes médiatiques? Quoi qu'il en soit, le deuxième point, et je vous le dis après avoir consulté mes sources ici dans le Donbass. Cela a à voir avec le fait que peu importe à quel point le missile en question peut être mauvais, tant qu'il a effectivement une portée similaire à celle dont on parle. À ces 3000 km garantis, même si ce n'était que 1500, ce serait en fait suffisant. Mais ici, le facteur qui pourrait complètement changer la donne serait, sans aucun doute, la production de masse. Parce que si l'Ukraine est capable de lancer 200 missiles de ce type contre Moscou, aussi protégée que soit la capitale en termes de défense aérienne, elle finirait forcément par se retrouver, quoi qu'il arrive, face à de très sérieux problèmes. Et là, on ne parle même pas des villes avec un niveau de protection bien moindre et en fait beaucoup plus proche de la ligne de contact, comme par exemple Baroness. C'est-à-dire l'un des points clés que me disent, je le répète, les militaires russes eux-mêmes, c'est la capacité que l'Ukraine pourra ou non développer pour produire en masse les missiles en question. Et en lien avec cela, un troisième point surgit nécessairement. Une question assez simple. Eh bien, deux en particulier. La première, nous l'avons déjà vue dans le point numéro 2. L'Ukraine a-t-elle vraiment la capacité de réaliser un tel exploit sur le plan militaire, même avec l'aide de l'Occident? Parce que ce n'est pas du tout évident. Mais la question la plus importante est presque de savoir si l'Ukraine a le courage nécessaire, mais surtout, une fois de plus, de la part de l'Occident, de réaliser un tel exploit sur le plan militaire. Parce que ce n'est pas la même chose que le régime de Kiev dispose d'armes d'une portée de 300 km ou qu'il puisse 3000 km de distance, et cela, l'Occident le sait très bien. Car le régime de Kiev est en quelque sorte une sorte de pyromane, un être extrêmement dangereux, même pour lui-même, car parfois il ne peut pas se contrôler parce qu'il y a déjà trop de chaos et trop de désordre, trop de volonté de Zelensky de continuer à s'accrocher au fauteuil présidentiel. Dans ce sens, imaginez qu'il dispose d'une arme capable d'attaquer, y compris des cibles de nature nucléaire à l'intérieur de la Fédération de Russie. Qu'est-ce qui, selon vous, empêcherait réellement l'Ukraine d'attaquer ce type d'objectif, ou même existe-t-il un obstacle à cela? Y a-t-il quelque chose qui puisse empêcher l'Ukraine d'attaquer ce type d'objectif? L'Occident en est-il capable? Parce que bon, il pourrait toujours ouvrir de grands yeux, je veux dire. Dans le régime de Kiev, ils ne savent tout simplement pas ce qui s'est passé. Mais là, le conflit, on parlerait déjà d'une escalade pratiquement totale, c'est-à-dire que le conflit aurait déjà explosé en quelques instants. Donc il faudra voir jusqu'à quel point c'est possible ou non, s'il y a la capacité ou non. Mais surtout, du moins pour moi, la question clé ici est-ce qu'il y a du courage ou pas? Je suis Liu Sivaya, correspondante de guerre dans le Donbass et analyste en géopolitique. Abonnez-vous à cette chaîne pour ne rien manquer de l'actualité la plus récente, parce que des analyses comme celle-ci ne font que commencer. Et par conséquent, le plus intéressant, sans aucun doute, reste encore à venir. Merci beaucoup d'avoir été ici et à très bientôt pour le prochain rapport.